Bonjour, je suis Marie-Joseph de Villers, l'une des trois coprésidentes de la CIAMS, qui est la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Je commencerai par présenter notre coalition rapidement, puis je donnerai une idée de l'évolution de la GPA dans le monde, avant d'en venir à notre sujet, la GPA, un système d'exploitation vendu comme une solution reproductive. Cette coalition a été créée en 2018. Dès le début, nous avons clairement indiqué qu'en tant que féministes, nous n'avons absolument rien à voir avec les conservateurs et les partis politiques d'extrême droite qui s'opposent également à la GPA. Les 4 principes féministes sur lesquels nous nous appuyons, qui ont été largement mis en avant, sont l'égalité entre les hommes et les femmes, l'émancipation et l'autonomie des femmes, l'accès légal à l'avortement et à la contraception, et l'égalité entre hétérosexuels et homosexuels. Aujourd'hui, nous comptons entre 40 et 50 membres dans 15 pays, dans des pays aussi éloignés de nous que le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, ou bien de l'autre côté, le Canada, la Colombie, en passant par d'autres pays d'Europe comme l'Ukraine, l'Irlande, la France, la Belgique aussi. Dans notre cartographie des violences à l'égard des femmes, la GPA, pour nous, est classée dans la catégorie exploitation reproductive. Donc, aux côtés de 2 autres sources de violences à l'égard des femmes, que sont le sexisme et la misogynie, l'exploitation sexuelle, et la GPA se classe tout naturellement dans l'exploitation reproductive. Mais l'exploitation reproductive comporte aussi la commercialisation, la GPA bien sûr, mais aussi la commercialisation des ovocytes, les grossesses forcées, les stérilisations forcées, l'interdiction de la contraception et de l'avortement. Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur les politiques des pays face à la demande de GPA. Alors, la manière dont les gouvernements ont traité cette question repose sur de façon simplifiée, repose sur 3 grands systèmes. L'interdiction d'abord. C'est le cas dans la plupart des pays d'Europe. Et dans cet espace européen, la valeur fondamentale est la dignité humaine. C'est le premier point de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en réaction, bien sûr, à ce que l'Europe a traversé avec le nazisme. Et c'est au nom de la dignité humaine que, dès les années 80, la GPA a été interdite dans la plupart des pays européens. La deuxième stratégie politique, c'est la réglementation. Et la réglementation, elle résulte en fait du pragmatisme, et précisément du pragmatisme anglo-saxon, puisque tel est le cas de ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. Le pragmatisme conduit à la réglementation. Les décideurs politiques pensent que dans la mesure où la maternité de substitution, autrement dit la GPA, existe, elle doit être réglementée. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est ce qui se passe aussi en Grèce, qui sont 2 pays proches qui organisent sur leur territoire la GPA. Le troisième cas de figure, c'est le libre-échange et la liberté individuelle, qui sont 2 valeurs qui conduisent à une large ouverture à la GPA commerciale. C'est le cas des États-Unis. Notre objectif en tant que féministe, c'est de faire pencher cette balance que vous avez devant vous en faveur de la dignité humaine, de la faire pencher en faveur de la dignité humaine dans chaque pays, face à la tendance croissante du néolibéralisme pour qui tout se vend et tout s'achète, bien sûr. Alors, quels sont les moteurs du développement de la maternité de substitution dans le monde? La demande d'abord, la demande des mères porteuses qui est de plus en plus forte et qui est favorisée par la culture patriarcale. En Asie de l'Est, par exemple, sous l'influence du confucianisme, les femmes doivent absolument produire un héritier mâle. Dans certains pays africains, les femmes doivent être mères pour être considérées comme des femmes. Dans ces pays-là, des femmes désespérées, issues de couples riches, bien sûr, tentent de trouver une solution médicale
à l'infertilité, à leur infertilité, à l'infertilité de leur couple. Elles se tournent d'abord vers l'insémination artificielle, puis si ça ne marche pas, vers la FIV, et en désespoir de cause, elles en arrivent à se tourner vers la gestation pour autrui, que nos amies canadiennes appellent plutôt la grossesse pour autrui. C'est ainsi que dans ces pays-là, un secteur médical à fort taux de profit se spécialise dans la GPA. Il offre d'abord la GPA pour la demande intérieure et plus tard pour la maternité de substitution transfrontière, c'est-à-dire ouverte aux commanditaires étrangers. C'est le cas que nous avons étudié récemment de l'Ouganda, qui accueille maintenant, qui comporte aujourd'hui 5 cliniques qui pratiquent la GPA, qui, après avoir pratiqué la FIV, se sont développées du côté de la GPA. Et l'Ouganda accueille maintenant des Allemands et des Hollandais. Et puisqu'on peut produire des enfants blancs avec des femmes noires, il n'y a pas, bien sûr, de limite. Enfin, troisième cas, ce sont les pays occidentaux, où le désir d'avoir un enfant est présenté comme un droit. Un droit à l'enfant, mais attention, pas n'importe quel enfant, un enfant qui est génétiquement relié à la partie masculine du couple demandeur. Cette exigence de lien génétique avec l'enfant qui va naître est bien sûr à questionner. De l'autre côté, nous avons une industrie très puissante qui invente constamment de nouveaux produits. Quand je parle de nouveaux produits, sans vergogne, il y a différents types de GPA qui sont présentés. Alors la GPA VIP qui vous donne le droit à un nombre illimité d'essais, la GPA de base qui ne vous donne droit qu'à un nombre restreint d'essais. Une agence en Ukraine organise les Black Friday et fait les soldes. Voilà, donc on a tous les instruments du marketing commercial sont mis à profit pour développer la GPA. D'abord, la GPA, l'une des caractéristiques, c'est d'intéresser de très nombreux acteurs qui sont impliqués très, très fortement. Ce sont bien sûr les agences qui sont en premier plan, puis derrière les cliniques, les avocats qui sont impliqués et naturellement dans l'élaboration du contrat de GPA, puis les psychologues, parce que les psychologues sont appelés pour, par exemple, aux États-Unis, aider la mère porteuse à se dissocier, c'est-à-dire à considérer que cet enfant n'est pas le sien. Et nous avons un cas récent, tout à fait intéressant, c'est qu'au Québec, qui vient d'ouvrir aussi à la GPA après avoir longtemps ferraillé pour l'éviter, au Québec, les psychologues sont maintenant chargés d'évaluer les commanditaires et les mères porteuses. Cette activité fait donc partie de leur business plan, de leur mode de fonctionnement. Enfin, l'industrie, puisque c'est une industrie, elle a développé une très très forte puissance de communication et de lobbying. Face à eux, nous ne sommes pas grand-chose. Enfin, cette industrie est extrêmement mobile. Elle transfère aisément ses activités d'un pays à l'autre dès que la loi restreint l'accès à la GPA sur un territoire. Par exemple, certaines agences et cliniques se sont déplacées de l'Inde vers le Kenya lorsque l'Inde restreint l'accès à la GPA en 2015. La Géorgie, qui envisage aujourd'hui de mettre fin à la GPA commerciale sur son territoire, il est possible que les cliniques et les agences se développent maintenant, se transfèrent maintenant vers la Thaïlande. Parce que la Thaïlande est en effet prête à réouvrir à la GPA transfrontière, qu'elle avait bannie pourtant en 2015. Les responsables politiques thaïlandais l'ont dit clairement, la maternité de substitution, donc la GPA, rapporte des devises étrangères. Alors, comment est-il possible de promouvoir la GPA comme une solution de reproduction, comme une autre? Nous avons vu que d'une part, nous avons une culture patriarcale très forte et d'autre part, que se développe une industrie puissante de la reproduction. Les deux travaillent ensemble pour alimenter la maternité de substitution. Et voici quelques-unes des stratégies utilisées pour atteindre cet objectif. Vendre la GPA comme une solution reproductive. La première solution, elle consiste à blanchir la pratique en utilisant des termes positifs pour cacher sa violence, ce qui est bien sûr une forme de manipulation mentale.
Il suffit de penser aux termes habilement inventés pour déguiser la violence de la GPA, par exemple, GPA altruiste, GPA éthique, GPA solidaire. Ça, c'est un terme utilisé, inventé par Cuba. Et puis, au-dessus de tout ça, nous avons la GPA humanitaire. Ça, c'est un terme de la loi qui ouvre à la GPA au Vietnam. Qu'on l'appelle de solidarité éthique ou encore humanitaire, qu'on limite hypocritement la somme versée à la mère porteuse, ça ne change absolument rien au risque pris par cette mère porteuse, ni au fait qu'avec la GPA, on dispose d'un être humain. Parce que la GPA permet de disposer d'une femme pendant plus de 9 mois et de disposer d'un enfant qu'on affecte avant sa naissance à des tiers. Cette affectation de l'enfant à des tiers avant sa naissance est justement ce qui caractérise la vente d'enfants selon la Convention de 93 sur l'adoption internationale. La seconde stratégie est le détournement des concepts qui autrefois défendaient l'émancipation des femmes et la protection de la dignité humaine. Par exemple, le droit à disposer de son propre corps et aussi le soi-disant consentement éclairé des femmes sont utilisés pour justifier le recours à une mère porteuse. La revendication, mais il ne faut pas perdre de vue que la revendication féministe du droit à disposer de son corps s'applique à toutes les femmes soumises à l'obligation de procréation. La maternité de substitution marque, elle, le retour de cette pression sur les femmes à la reproduction avec l'appui du pouvoir médical. Le néolibéralisme a complètement détourné cette revendication et il lui a donné une interprétation individualiste au profit du marché. Et cette interprétation s'exprime de la façon suivante: mon corps, mon choix, que certaines d'entre nous traduisent par mon corps, le choix des commanditaires. La troisième stratégie consiste à se concentrer exclusivement sur les commanditaires et à faire fi des femmes qui s'y investissent et des enfants qui en naissent. Toute tentative d'élaboration de lois nationales ou d'instruments internationaux sur la GPA sert exclusivement les commanditaires et uniquement eux. Les exemples sont très très nombreux, à commencer par ce qui se passe en ce moment à la conférence de La Haye, qui travaille sur un projet de convention internationale qui s'intitulerait l'affiliation dans le contexte de la maternité de substitution et qui aurait pour effet de rendre socialement acceptable la maternité de substitution, le recours à la GPA. Enfin, dernier point, dernière stratégie, c'est le recours aux juristes, des juristes d'ailleurs de tout acabit, pour prouver et prétendre que la GPA n'est pas la vente d'enfants, qu'elle n'est pas l'exploitation des femmes, mais seulement l'utilisation de leurs prestations de gestation. Et cela fonctionne, cela fonctionne. Le Parlement européen, qui avait l'habitude de condamner la maternité de substitution en tant que telle dans son rapport annuel sur la démocratie, maintenant ne condamne plus que la maternité de substitution commerciale, la GPA commerciale. Plus récemment, dans sa révision de la directive sur la traite des êtres humains, le Parlement européen a fièrement inclus la maternité de substitution parmi les formes de traite, mais avec une formulation qui implique de façon trompeuse qu'il existe une bonne GPA et que seule la mauvaise GPA devrait être poursuivie comme un crime. Nous avons donc un long chemin à parcourir et nous devons encore travailler pour inscrire définitivement l'abolition de la GPA à l'ordre du jour féministe et de là à l'ordre du jour politique. Il faut savoir que les féministes ont réussi à inscrire le droit à l'avortement, le viol, les féminicides à l'ordre du jour politique. Pourquoi pas la maternité de substitution? La réponse, c'est que nous ne pouvons pas encore fournir de données montrant l'étendue et l'impact de la GPA dans le monde, sur les femmes et sur les enfants. En ce qui concerne l'avortement, le viol et les féminicides, la présentation de données a fait la différence et a contribué à sensibiliser les responsables politiques à cette question. Je vous invite, pour conclure, à regarder cette première image qui est utilisée par une agence de GPA pour faire la promotion de la GPA
Et nous voyons par exemple que la mère porteuse qui est en train d'accoucher est une femme noire. Et voici ici l'interprétation qu'en a faite un artiste, c'est-à-dire un système de prédation, ici, un système de prédation des carnivores sur des herbivores. Alors, je vous signale aussi une chose très importante, c'est que nous avons publié un livre en 5 langues maintenant, qui s'appelle en français «Ventre à louer», qui s'appelle «Toward the Abolition of Surrogate Motherhood» en anglais, avec une version en italien, une version en espagnol, une version en allemand. Et c'est un ouvrage très, très important qui est disponible en version française et en version anglaise, chez vos fournisseurs habituels de littérature, parce qu'il comporte en fait, des communications qui viennent soit de journalistes, soit d'universitaires, soit de militantes, de chercheuses de 11 à 15 pays, de 11 à 13 pays, je crois, et qui comporte, pour la version la plus restreinte, qui est la version anglaise, 17 contributions, la version la plus étendue, parce qu'au fil des publications, le contenu s'est enrichi, et bien, la dernière publication, qui est la publication allemande, comporte 30 contributions. Merci beaucoup de votre attention.